Depuis ce matin, Abidjan est sous la pluie, tout un désagrément inattendu qui a perturbé de nombreuses activités dans le district. Dimanche, ce sera fini avec les activités de couleur vacances. Escale finale donc dans la commune d'Adiaké qui a mal à ses établissements scolaires. Les problèmes qui minent l'école, c'est d'ailleurs le sujet de l'interview de la rédaction et notre invité est le directeur des écoles, lycées et collèges. Mesdames et messieurs, bonsoir. La pluie, l'invité inattendu de ce jeudi dans le district d'Abidjan, des pluies diluviennes qui ont dérangé la quiétude des Abidjanais, ajouté à ce tableau morose, la rareté des moyens de transport, le constat d'Amza Diaby. Abidjan, ce jeudi. La population s'est réveillée ce matin les pieds dans l'eau. Une forte pluie s'est abattue sur la ville. Conséquence, embouteillage, panne de véhicules et de nombreux désagréments pour les travailleurs. Plusieurs d'entre eux sont arrivés en retard au service. J'ai vu la pluie, j'ai à la maison. C'est tout à l'heure on m'a fait sortir. C'est gênant. Beaucoup gênant. Parce que vraiment c'est gênant. Pas assez de moyens de transport. Du côté de la Sotra, la Société des transports abidjanais par contre, des dispositions ont été prises. Pour la saison de pluie, nous avons pris des dispositions pour que très tôt le matin, les véhicules soient mis à disposition aux arrêts qu'il faut et sur les lignes qu'il faut. Pluie passagère ou saison de pluie, la population s'interroge. On est dans le temps de pluie. On n'est plus dans le temps de pluie, on est dans septembre. Peut-être on peut dire que le temps là actuellement, c'est déjà changé. Peut-être sur le changement des climats, nous on pense. Ou bien. Selon la direction de la météorologie nationale, cette pluie n'a rien de surprenant. Nous sommes en transition entre la petite saison des pluies et la petite saison sèche. Donc cette transition, c'est environ une semaine, mais les pluies ne sont pas continues une semaine. Une fois tous les 4 jours, on aura quelques petites pluies comme ça. Ce n'est pas des orages, mais ce sont juste comme nous appelons dans nos jargons, des pluies intermittentes. Dans quelques jours donc, début de la véritable saison des pluies. Pendant 2 mois et demi, parapluies, imperméables et bottes seront les nouveaux amis. Les populations sont averties. Des parapluies et des imperméables. Lutter efficacement contre la désertification, les ministres en charge de l'environnement et des eaux et forêts de la CEDEAO s'engagent à relever le défi. Une politique commune est donc adoptée à la réunion d'Abidjan et maintenant place à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Les détails avec Juliette Rouya. Les 16 pays membres de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, décident de valider ce jeudi 12 septembre le plan de convergence forestier et le programme sous-régional contre la désertification. 2 outils proposés par les experts en la matière, réunis à Abidjan depuis le 9 septembre dernier. Objectif, mettre en œuvre des actions concertées à l'échelle nationale et sous-régionale en vue d'aboutir à la gestion durable des forêts ouest-africaines. On doit collectivement lutter contre la désertification, on doit collectivement gérer de façon responsable nos écosystèmes forestiers. Par exemple, si on se met, on donne à dire on va couper 10 000 arbres, il faut en planter 30 000 ou 40 000 parce que le taux d'échec aussi peut être dedans. Si on prend 40 000 et qu'on a 60%, ça fait 20 000, plus que ce qu'on a coupé. À terme, on va régénérer nos forêts, on va reconstituer nos forêts. Il faut donc presser les pas, car selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, le couvert forestier ouest-africain s'est réduit de 19% ces 10 dernières années. La Côte d'Ivoire, représentée par les ministres Charles Dibi Kofi, Rémi Alakwadio et Mathieu Baboudaré, a réaffirmé son ambition d'œuvrer avec ses pairs pour promouvoir l'économie verte. Déficit de logement en Côte d'Ivoire. Alors, bonne nouvelle pour la population du district d'Abidjan. Son gouverneur, Begré Mambé, promet la construction de 1600 logements dans la commune de Bingerville. Pour joindre l'acte à la parole, signature de convention avec le groupe américano-sud-africain. Grâce Cadeau était là pour la signature. Se loger à Abidjan n'est pas chose aisée. Le coût des loyers n'est pas à la portée de tous. Plus de 70% d'Ivoiriens en moyenne louent des maisons. Cette situation embarrasse les populations et préoccupe le district d'Abidjan qui vient de signer une convention de construction de 1600 logements à Bingerville avec un groupe américano-sud-africain. Cette signature est le fruit de la coopération entre 3 pays que sont l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Ces logements seront une combinaison d'appartements, de villas et de duplex
qui seront bâtis sur un terrain de 30 hectares, puis seront équipés de techniques d'énergie solaire. Des écoles, des centres commerciaux et des aires de jeu y sont prévus. Sian Rodrigue, président directeur général du groupe américano-sud-africain, se dit heureux de cette signature puis rassure les populations quant au démarrage effectif du dit projet dans les plus brefs délais. Pour le premier projet en Afrique baptisé Zéro facture électricité, la main-d'œuvre sera entièrement locale. Déficit de logement en Côte d'Ivoire et aujourd'hui les préfabriqués se présentent comme la solution, nous dit Thomas Guessambi. Il est possible de réduire jusqu'à une proportion négligeable le déficit de logement en Côte d'Ivoire, et ce par des maisons préfabriquées. C'est la démonstration faite par des experts turcs et ivoiriens de la question au cours d'une conférence. Des constructions à ossature métallique conçues à l'usine avant d'être acheminées vers les chantiers. Selon les conférenciers, c'est une technologie révolutionnaire qui a fait ses preuves ailleurs et qui allie solidité, précision, respect de l'environnement et rapidité. Une villa peut être construite en une semaine avec 5 ouvriers. C'est un intérêt qui va dans le sens de la vision du chef de l'État. Nous sommes donc inscrits dans cet ordre d'idée et depuis 5 ans, nous travaillons donc avec la Turquie pour que ce pays qui est le deuxième pays en technologie de construction dans le monde puisse partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux qui ont assisté à cette promotion du préfabriqué, des acteurs de collectivités décentralisées. Ils souhaitent s'engager dans la dynamique pour le bonheur de leur population. Les méthodes et les moyens utilisés diffèrent de ce que nous avons l'habitude de voir. Et aujourd'hui, ma région est partenaire à cette nouvelle structure. En Côte d'Ivoire, le déficit en logement est évalué à 400 000 unités et l'État, dans sa politique, a fait une option sur les réserves foncières pour le déroulement de son programme. Le 16 septembre, l'école reprend ses droits après plus de 2 mois de pause. Préscolaire, primaire et secondaire, tout ce beau monde va retrouver les salles de classe. Alors ce matin, réunion de rentrée avec cette mise en garde du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le volume horaire doit être respecté. Le salut aux couleurs et interdiction de vente de fascicules seront aussi de mise. Intéressons-nous à quelque chose d'insolite en nous rendant dans la commune d'Abobo, un tradit praticien qui fait des miracles, des plantes, une poudre magique, là où vous avez mal et le tour est joué, guérison assurée, admirée avec Hamza Diaby. Abobo, le rond-point. À côté des mendiants et autres cordonniers, un attroupement. L'attraction, Dr Yaya, tradit praticien. Il serait spécialiste en guérison miraculeuse. Je fais des opérations de hernie hydrocèle. Hernie étranglée, voilà, les hémorroïdes, plein de ventes de médicaments anti-Sherpan. Sherpan ne nous pique pas. Maintenant, s'il a piqué quelqu'un, c'est le même médicament que nous prenons pour guérir la personne. Et comme pour étayer ses dires, Dr Yaya passe à une autre étape, la phase de démonstration. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est une boule qui est sortie depuis, ça fait 3 ans de cela. On m'a dit d'opérer. Comme il n'y a pas l'argent pour opérer. Ce monsieur au moins, il m'a dit qu'il va soigner. Et il a fait. Stupéfait, les populations ont d'autres noms pour qualifier ces phénomènes. En fait, il fait de la magie. Je pense qu'il fait de la magie même. Parce qu'il a soigné quelqu'un devant moi. Miracle, mirage, hallucination ou illusion. La population s'interroge sur la nature réelle des activités de ce docteur, pas comme les autres. Docteur, pas comme les autres. Deuxième journée des pâtissiers de Côte d'Ivoire, une initiative de l'ONG DAB Consulting qui lutte pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la commune de Makori. Alors après 6 mois d'apprentissage, la récompense avec la remise de diplôme. Amikanga Koulibaly. Ces jeunes pâtissiers viennent d'achever leur formation. 6 mois ont suffi pour maîtriser l'art de la confection des gâteaux. La deuxième édition des pâtissiers de Côte d'Ivoire est donc le lieu de démontrer leur talent. La pâtisserie est désormais le gagne-pain de ces jeunes qui en ont fait leur passion. J'aime d'abord l'art, vraiment le décor, ça m'a beaucoup touchée. Lorsque j'ai vu à la télévision une émission de pâtisserie, vraiment ça
ça m'a rassuré que c'est ce que je voulais faire. Là, c'est les choux. Ici, ce sont les bonbons argentés. Ça se mange, on prend pour faire les décors sur les gâteaux. Et là, c'est les fleurs fabriquées par nous-mêmes. Pour Pascal Dabonné, l'initiateur de cet événement, la journée des pâtissiers de Côte d'Ivoire, pour non seulement faire la promotion de la pâtisserie, mais aussi favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Regardez tout ce qui est fait ici. Ce sont eux qui ont réalisé cela. Il y a certains qui sont déjà installés à leur propre compte. Certains parents ont ouvert des endroits pour eux et ils sont eux-mêmes leurs propres patrons. Des gâteaux, une inspiration et un talent à l'œuvre pour le bonheur des palais et une source de revenus pour ces 22 jeunes. Au Sénégal, Karim Ouad à nouveau devant la justice, un mouvement bancaire en tout cas qui inquiète le procureur qui l'a reçu ce matin. Extrait de sa cellule très tôt ce 11 septembre, Karim Ouad a été présenté au procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sous haute sécurité. Les journalistes mobilisés pour l'occasion n'ont pu avoir la moindre image du fils de l'ancien président sénégalais. Ses partisans ont eux aussi été tenus à l'écart des lieux pour éviter tout débordement. Officiellement, les raisons de cette nouvelle comparution de Karim restent inconnues, ce qui provoque l'indignation des militants du Parti démocratique sénégalais dont il est membre. Il est temps de le libérer de toute façon. Il a fait pratiquement 5 mois ici. On ne l'a jamais interrogé pendant les 5 mois. Ça montre vraiment ce qu'on appelle le déni de justice là. Parce que 5 mois sans être une fois interrogé. Selon des informations parues dans la presse, Karim Ouad serait convoqué pour justifier l'origine de nouveaux avoirs découverts lors des enquêtes diligentées pour voir clair dans sa fortune. Ajouté aux 694 milliards précédemment découverts dans son patrimoine, sa fortune personnelle serait maintenant portée à plus de 800 milliards de francs CFA. Après le rendez-vous de ce mercredi, Karim Ouad retourne devant le procureur de la CREI vendredi. Accusé d'enrichissement illicite, l'ancien ministre d'État sous le régime de son père Abdoulaye Wade a été placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril dernier. La rentrée scolaire est déjà là et pourtant tout n'est pas rose dans de nombreux établissements scolaires. Le cas dans la commune d'Adiaké où les salles de classe laissent à désirer, tout est à l'abandon. Le constat de Juliette Rouillet. SOS pour les établissements scolaires publics de la commune d'Adiaké. Ces écoles ont un dénominateur commun, les salles de classe vétustes, le manque criant de tables-bancs et les sanitaires dégradés. À cela s'ajoute l'absence de cantine scolaire. Ici, à l'école primaire publique Adiaké 3, on dénombre 3 enfants par table-banc. Dans d'autres classes, les élèves sont obligés de s'asseoir à même le sol. Le lycée municipal, lui non plus, n'est pas mieux loti. À preuve, la bibliothèque et les 3 laboratoires des sciences physiques ont besoin d'être équipés. Un manque criant d'établissement. Il y a des quartiers entiers qui ne sont pas d'école. Et ça fait un véritable problème pour les parents d'élèves. Et c'est le lot de presque toutes les écoles de la commune. Ce sont des vieilles écoles. Et le manque de moyens des parents d'élèves fait que c'est difficile. À Kaboukou, les parents ont fait l'effort eux-mêmes, vu le manque réel d'établissement. Ils se sont cotisés eux-mêmes. Faute des moyens, on se contente des baraques. Il y a des classes en bambou. Si vous regardez à droite, tout près ici, vous allez voir des classes en bambou, carrément. À Kakourou, il y a des cantines qu'on a transformées en salles de classe. Si j'ai bonne mémoire, nous avons un besoin de près de 80 ensembles de tables-bancs. C'est avec un mélange d'impatience et d'espoir que les élèves de la commune d'Adiaké attendent la chance de pouvoir effectuer une rentrée scolaire en bonne et due forme le 16 septembre prochain. Qu'est-ce qui est prévu pour cette rentrée scolaire 2013-2014? Comment rendre le système éducatif plus dynamique? Notre invité, le directeur des écoles, lycées et collèges, est avec nous pour répondre à toutes ces questions. Bonsoir, Monsieur Meya Kwadio. Bonsoir, Mme Fadiga. Alors, peut-on dire que parents d'élèves, enseignants et élèves sont prêts pour le rendez-vous du 16 septembre? Merci, Mme Fadiga. La question que vous posez, elle s'adresse à des acteurs et à des partenaires. C'est pour cela que la réponse ne peut pas être unique. Pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous avons, sur instruction de Mme le ministre, nous avons, je pense, tout apprêté. Nous avons bâti un agenda depuis 2 mois
Depuis que tous les enseignants et les élèves sont en vacances, nous avons continué de travailler et nous avons respecté, je puis vous l'assurer, nous avons respecté chacun des éléments que nous avons inscrits sur notre agenda. Depuis le démarrage des inscriptions en ligne, depuis le 15 juillet, jusqu'à la réunion solennelle de rentrée qui s'est déroulée ce matin au lycée Sainte-Marie. C'est le dernier acte que nous avons à accomplir avant la rentrée du lundi 16 septembre. Donc pour ce qui nous concerne, nous, au ministère, je puis affirmer que nous sommes prêts. Oui, maintenant, évidemment, une année scolaire ne peut pas se dérouler sans les élèves, sans que leurs parents les libèrent. Et c'est pour cela que nous avons pris des dispositions. Nous avons demandé que les inscriptions se déroulent depuis 2 mois. Il y a 1 mois déjà que nous avons proclamé les résultats de la Commission nationale d'orientation. Depuis 1 semaine, nous avons publié les résultats des opérations de réaffectation et de réorientation. Lundi matin, Monsieur le directeur des affaires financières l'a affirmé à la réunion de rentrée ce matin, les kits et les manuels scolaires seront distribués. Nous pensons être prêts. Les parents, surtout qu'on est mi-mois, beaucoup parlent de problèmes d'argent. Donc ça va être difficile à rentrer. Si le 16 septembre, vous avez dans une classe qui doit contenir 40 élèves, vous n'avez que 2 élèves, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le problème que vous posez, la mi-mois, mais il n'y a pas que la mi-mois. Il y a les parents d'élèves qui exercent un certain nombre d'activités non rémunérées mensuellement, qui eux aussi ont leurs problèmes. Il y a les planteurs, il y a les artisans, il y a les commerçants, il y a tout le monde. C'est pour cela que nous fixons un calendrier. Ce matin, si vous avez entendu que la rentrée scolaire 2014 va s'opérer le lundi 15 septembre 2014. 1 an à l'avance, la date est connue. De sorte que l'argument qu'on développe, il ne tient pas beaucoup. Mais en tout état de cause, nous avons un programme à exécuter. Et pour exécuter le programme, il faut un certain temps. D'abord pour que les enfants puissent assimiler. Et ensuite, à l'intérieur de ce temps, nous prévoyons des moments de récréation. Si les enfants viennent 1 mois après, oui, ils auront 1 mois en moins. Oui, parce que probablement rentrée, à la fin de l'année, les enseignants ils feront l'effort, oui, par devoir de conscience, ils feront l'effort de donner tous les cours, mais ils vont faire des polycopes et puis une après-midi, ils vont lire tous ces polycopes-là, ils auront le sentiment d'avoir accompli leur boulot. Les enfants n'auront rien retenu. D'accord. Donc, pour cette rentrée solennelle, c'est vrai, vous parlez des cours. On a beaucoup parlé de volume horaire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les programmes que nous avons conçus, ils ne peuvent être administrés correctement que dans un certain délai. C'est comme, je vais peut-être parler de choses que je ne connais pas, mais si on vous met un ballon de perfusion et que tout le médicament qui est prévu dans le ballon, on vous l'ingurgite en 1 demi-heure ou en 1/4 d'heure, alors que c'était prévu pour peut-être 5 heures ou 6 heures, vous voyez les dégâts que ça va vous causer. C'est à peu près pareil, d'autant que c'est sur le cerveau. Les dégâts, ils ne sont pas immédiats, mais ils sont irréversibles. C'est pour cela que nous prévoyons un temps suffisamment long pour que les enseignements puissent prendre, pour que les élèves réussissent les apprentissages. On peut parler de changement parce que pendant longtemps, c'est ce qui a prévalu dans beaucoup d'établissements scolaires où l'enseignant n'est pas là et puis bon, à 2 ou 3 mois des examens ou bien de la fin de l'année, il arrive avec plein de polycopes. Les élèves doivent tout bosser. C'est tout cela que nous essayons de corriger, Mme Fadiga. Ça fait partie de l'ensemble des mesures que Mme Kandia Kamara a imprimées depuis son avènement. Et c'est pour cela que nous invitons vivement les parents d'élèves et les élèves à s'inscrire dans l'ensemble de ces réformes-là. Sinon, nous aurons fait notre part et de toute façon, les résultats y seront les mêmes puisqu'il y a une partie qui n'aura pas exécuté sa part de travail. À propos d'inscription, vous en parlez, on était habitué à l'inscription où bon, le père ou la mère accompagne son enfant dans un établissement et l'inscrit pour dire bon, il est en telle classe et puis on l'enregistre. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus de mise, on parle d'inscription en ligne. Pourquoi? On parle d'inscription en ligne pour un certain nombre de raisons qui ont été développées, mais que je reprends ici. Ça nous permet de savoir exactement, précisément, combien nous sommes élèves. Et deuxièmement, ça nous permet de savoir
combien sont prêts à aller à l'école. On n'a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, si chacun de nous est devant son ordinateur ou sa tablette, il rentre sur le site et il sait combien d'enfants sont inscrits au lycée classique, au lycée Sainte-Marie ou dans le collège de mon village. Vous pouvez donner le site? 3W. Le site pour savoir... Oui. Non, on ne le donne pas. Oui, le site est réservé à l'administration scolaire. C'est ce qu'on peut voir, c'est l'ensemble des activités que nous menons, c'est l'ensemble des informations. C'est par exemple comment s'inscrire. Là, le site, c'est le site du ministère de l'Éducation nationale, www.education.gouv.ci. Si vous entrez sur le site, vous avez toutes nos informations. Mais pour avoir accès au nombre d'élèves inscrits, ça c'est l'administration. Ça c'est l'administration. Donc avec l'inscription en ligne, est-ce qu'on peut dire que ça évite en tout cas les effectifs pléthoriques? Ça évite d'abord les attroupements et les bousculades. Parce qu'à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, à partir de votre téléphone portable, vous pouvez vous faire inscrire. Donc ça évite déjà ça. Et deuxièmement, ça évite les inscriptions en ligne. Je veux dire inscriptions parallèles. Parce que vous ne pouvez pas vous inscrire si vous n'êtes pas préalablement inscrit sur un établissement et muni d'un numéro matricule. De sorte que si un élève est exclu d'un établissement A, le chef de l'établissement B ne peut pas le reprendre à son compte. Ça, c'est absolument impossible. Ah, tout est bien verrouillé, en tout cas, pour l'excellence, c'est ça? On essaye. On essaye, ça nous tient vraiment à cœur, l'excellence. Et c'est pour l'excellence que toutes ces mesures sont prises. C'est pour l'excellence que Madame le ministre essaye de faire en sorte que chaque classe soit dotée d'un enseignant. Vous savez, les efforts qui sont fournis pour recruter les enseignants, ça participe. Parce qu'il y a un déficit. Bien sûr, parce que nous sommes partis de très loin. Mais en même temps, parce que les besoins sont énormes. C'est pour cela qu'on a des déficits. Mais on essaye bientôt, avec la codification des postes qui va arriver dans sa pleine mesure, on fera en sorte que des enseignants ne soient plus en surnombre dans certaines localités, alors que par ailleurs, il y a de gros déficits. Oui, ça c'est un constat de taille. Donc pour la nouveauté, pour cette rentrée, il y aura aussi le salut aux couleurs qui revient. Est-ce que le salut aux couleurs, ça veut dire qu'avec ça, on aura des élèves beaucoup plus excellents? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire ensemble les valeurs communes que nous avons. Voyez, quand vous passez devant une caserne militaire et qu'on fait le salut aux couleurs, les militaires vous arrêtent. C'est le symbole de l'État. Quand vous allez à une cérémonie et qu'on lance le salut aux couleurs, tout le monde se lève. C'est ce respect-là qu'on veut inculquer à nos enfants. Ils ne savent peut-être pas ce que c'est, on veut le leur faire savoir. Quand il y a le drapeau national, on devrait tout arrêter. Chacun de nous devrait se reconnaître dans ce symbole. Les citoyens. Le symbole de citoyenneté et de vie commune et de partage et de cohésion sociale. L'excellence, ça c'est autre chose. L'excellence, c'est le temps scolaire. C'est le respect du quantum horaire, comme Madame le ministre le disait. D'accord. Voilà. En tout cas, beaucoup d'innovations, volume horaire, salut aux couleurs, la lutte en tout cas pour l'excellence. Mais également la lutte pour instaurer la salubrité. Oui, parce que vraiment, depuis quelques jours, sur RTI2, on ne fait que montrer des écoles qui laissent à désirer l'insalubrité, des écoles vraiment qu'on devrait fermer. Pourquoi déclarer la rentrée scolaire alors qu'il y a des écoles où on ne peut même pas s'asseoir? Fadiga, en réalité, vous ne montrez pas tout, vous ne pouvez pas tout montrer. Oui, bon, pas déjà, tout montrer, tellement, on vient de voir les écoles sont dégradées. Déjà. Vous avez des infrastructures qui sont bâties depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas connu un seul début de réhabilitation. Les écoles qu'on a montrées à Diaké, par hasard, il y a une vingtaine d'années, j'étais inspecteur de l'enseignement primaire à Diaké. Et ces salles de classe étaient là. Il y en a une, je me souviens, qu'on a toujours appelée. Quand j'arrivais, c'était là. On l'a toujours appelée CP1 Bambou. J'ai retrouvé le CP1 Bambou tout à l'heure dans le reportage. Les besoins sont énormes. Ouais. Nous avons un planning de réhabilitation que nous essayons de suivre. Mais parallèlement, il y a les besoins de construction nouvelle. On raconte que dans certaines communes, il y a chaque jour 200 naissances viables déclarées. Au bout de 3 jours, ça fait 2 écoles primaires. Voilà, au bout de 3 jours, oui. Si l'information est vérifiée, 200 naissances viables déclarées par jour, en 3 jours, ça fait 600 naissances. Et 600 enfants, ça fait 2 écoles primaires.
Donc tous les 3 jours, on devrait bâtir, rien que pour cette commune, 2 écoles primaires. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête les naissances ou c'est plutôt vous qui allez courir plus vite au niveau du ministère de l'Éducation nationale? On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je vous dis qu'on a un planning de réhabilitation. On a également un plan de construction. Mais il y a les cas qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple, il y a eu toute la pluie de cette journée. On ne sait pas, demain matin, peut-être on va nous signaler qu'une salle de classe s'est écoulée quelque part. Parce que là, la météo annonce vraiment la saison de pluie. Il nous faudra réagir. Vous avez fait un reportage, je crois que vous avez pu mesurer notre temps de réactivité. Vous avez vu que dès le lendemain, le ministre s'est précipité sur les lieux et les travaux ont démarré, je peux vous dire, sur l'école de Yopougon, Port-Boué de Marché. Si vous passez là demain matin, vous verrez que toute la toiture a été enlevée. Et que il y a beaucoup d'autres écoles encore qui crient SOS. Comment faire avec la saison des pluies qui s'annonce? C'est sûr que le volume horaire ne va pas être respecté dans de nombreuses écoles parce que ces élèves-là ne pourront pas aller à l'école quand il n'y a pas de toit. Ce matin, j'ai regardé sur la télévision nationale et j'ai vu qu'on nous a montré un reportage sur une école primaire et une école maternelle. Et les deux écoles sont mitoyennes. L'école maternelle est impeccable. L'école primaire est délabrée. Je peux avancer une raison d'explication. Dans les écoles maternelles, il y a régulièrement des cotisations. Les parents d'élèves sont prêts pour que leurs enfants puissent s'asseoir dans des endroits salubres. Donc, ils font des cotisations. Alors c'est extraordinaire. Quand l'enfant est en grande section, il a 5 ans, le parent se sacrifie. Dès qu'il a 6 ans et qu'il passe à l'école primaire, il devient réfractaire aux cotisations. Voilà une des raisons. C'est l'école de la communauté. Il faut que la communauté se l'approprie, qu'elle en soit consciente et qu'elle fasse ce qu'elle peut faire. À Diaké, tout à l'heure, on a montré un amoncellement de tables-bancs. Je suis sûr que le menuisier du coin, membre de la communauté, s'il vient avec un marteau et 2 clous, peut-être qu'il y aura un table-banc à récupérer dans tout ce temps. Il va falloir sensibiliser pour dire que l'État construit. Et puis après, maintenant, aux parents d'élèves de penser à la réhabilitation. Ça fait partie de notre rôle, ça fait partie de votre rôle aussi. Ça fait partie des éléments dont parle Madame le ministre quand elle a annoncé la poursuite du dialogue social avec l'ensemble des partenaires du système. On continue d'échanger et de se sensibiliser. Il y a le COGES. Le COGES. Tous les parents d'élèves. Quand on dit COGES, il y a certaines personnes qui croient ne se sentent pas concernées. C'est toute la communauté qui est représentée par le comité de gestion. C'est tous les parents d'élèves qui doivent se sentir concernés par l'état de l'infrastructure dans laquelle leurs enfants vont apprendre le savoir. Si on ne se met pas ensemble, je ne suis pas sûr qu'on va réaliser ce que nous avons envie de faire. On espère en tout cas que votre appel sera entendu. En attendant que les parents mettent la main à la poche, on espère aussi que de nombreuses écoles vont être réhabilitées parce que tout ça aussi, un environnement sain, ça participe à de bonnes études. On le sait. C'est pour ça qu'il y aura la journée de salubrité. Une fois par trimestre, le ministre l'a annoncé. Et la première sera lancée dans l'ensemble des établissements le vendredi 20 septembre 2013, le vendredi de la première semaine de l'année scolaire. Chaque école devra organiser. Il y aura quoi au menu? Balayage, désherbage? Et tout. Et en même temps, on ne fait pas que ça. Quand on a fini, on rassemble les élèves, on leur fait regarder le nouvel environnement et on fait promettre que dès le lendemain, la saleté qu'on vient de nettoyer, on ne la retrouve pas. Oui, c'est un bel enseignement. On espère que toutes ces initiatives-là vont porter leurs fruits pour une école plus reluisante, pour une école plus dynamique, et puis des élèves beaucoup plus travailleurs. Merci, M. Meakwadio, d'être venu sur notre plateau pour nous parler des dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour une école nouvelle. Nous recevions donc le directeur des écoles, lycées et collèges pour parler de tout ce que vous avez entendu. On espère que la sensibilisation ira loin. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.